Voilà, je suis Freddy Raphaël, je suis avant tout, je me définis comme un enseignant invétéré, puisque j'ai 52 ans et demi de bons et loyaux services dans l'éducation nationale, que quelque part j'ai fait aussi, deuxième dimension, toute ma carrière, entre guillemets, en Alsace, au lycée et puis à l'université de Strasbourg. Et c'est là où j'ai été formé, donc j'ai une immense dette vis-à-vis de toute une lignée de profs que j'ai eus dans le secondaire. Et puis aussi à l'université, mais peut-être que ma dette principale, je l'ai à l'égard de mes parents, petits marchands de bestiaux juifs d'une bourgade à la limite entre l'Alsace et la Lorraine, dont l'unique but était que leur fils fasse des études, ne soit pas commerçant, ne soit pas marchand. Et du coup, j'ai eu à la fois ce besoin, cette envie, mais comme pendant toutes les vacances, j'accompagnais mon père qui marchait à pied dans les Vosges, j'ai aussi eu un rapport très, très fort au paysage alsacien, aux Vosges, au vignoble d'où venait ma mère, et quelque part, j'ai besoin d'un lieu d'ancrage pour, ce que je disais, m'ouvrir vers l'autre, vers l'universel. Mais j'ai besoin de ce bagage-là, et il faut dire que mon bagage de juif a probablement déterminé ma sensibilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis des options du moment, vis-à-vis d'un certain nombre de revendications qui se font jour, dans lesquelles je me reconnais qu'à moitié, qu'avec une certaine distance. Je me sens tout à fait alsacien, tout dépend de ce qu'on appelle alsacien. Pour moi, je me sens héritier d'une culture, mais je devrais décliner ce mot au pluriel. Ma culture alsacienne, ce sont mes cultures alsaciennes, c'est-à-dire à la fois je suis l'héritier d'une histoire collective, surtout d'une culture collective, histoire et culture, et en même temps d'une culture spécifique, qui est la culture juive et de l'histoire juive. Et quelque part, je sais gré à l'Alsace d'avoir permis, et je pense qu'il est très important pour d'autres communautés à l'heure actuelle, d'avoir permis une intégration et non pas de m'avoir obligé à devenir, à ressembler. J'ai pu continuer à être moi-même, mais en fait, je dis bien continuer à être, je devrais rectifier, c'est continuer à devenir moi-même dans une évolution continue, en rapport avec l'autre, en rapport notamment avec le non-juif, en rapport avec le différent. À l'heure actuelle, c'est un défi énorme, mais je me sens profondément enrichi dans mon évolution, dans mon devenir, par ce que m'apportent d'autres cultures, d'autres modes de vie, en ayant effectivement une base commune qui est le respect pour la différence. Si ceci dégénère en hostilité, ou ce qui a été le cas de l'Alsace, ce qui a été le cas de l'Alsace à certains moments, ou en indifférence, qui est pour moi extrêmement grave parce que ça laisse s'installer toutes sortes de régimes et toutes sortes d'oppressions. À ce moment-là, je suis en combat, je suis heurté et je ne reste pas en marge. Je pense que ce qui a formé l'originalité de ce judaïsme d'Alsace et de Lorraine, à l'origine, c'est un judaïsme urbain, puisque les Juifs étaient tolérés que dans les villes à proximité des princes-évêques, parce que ceux-ci ne faisaient pas commerce d'argent, mais ils avaient besoin du numéraire. Mais ils ont été aussi, à ce moment, les Juifs persécutés, chassés, et à peu près à partir du 15e jusqu'à à la fin de la Première Guerre mondiale, ce qui a représenté l'originalité
du judaïsme d'Alsace et Lorraine, c'est son caractère rural, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire un mode de relation à l'autre qui est celui du village ou de la petite ville. Ce qui a formé sa singularité aussi, constitué sa singularité, c'est qu'en Alsace et Lorraine, les portes étaient ouvertes, on allait chez le voisin indifféremment, on jouait avec le voisin indifféremment, on s'échangeait les choses. Il y a eu là une culture de l'échange. Certes, chacun était conscient de sa différence et de sa singularité, mais en même temps participait très souvent au fait de l'autre. Et j'en ai trouvé un écho qui m'a fait énormément plaisir cette semaine. C'est la fête des Lumières, la fête de Hanouka. Et les éclaireurs juifs ont, un soir, allumé les bougies et préparé un petit repas, des beignets. Et ils avaient invité des éclaireurs et des éclaireuses musulmans, des éclaireurs et éclaireuses laïcs, cathos, protestants. Et là, je retrouve l'Alsace dans laquelle je me reconnais. Et je ne me reconnais absolument pas dans celle qui entretient la haine de l'étranger, la haine de l'autre, et aussi peut-être celle qui cède à un mythe. Pour moi, il y a un fantasme que j'ai beaucoup de mal à comprendre, qui est le fantasme de l'identité. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce qu'est une culture, une histoire dans sa spécificité, dans la façon dont symboliquement est construit le rapport à soi, à l'autre et au monde, mais ceci est je le perçois que dans une évolution. Pour moi, l'identité, ce n'est qu'un processus dynamique qui, effectivement, est un processus risqué, qui est un processus difficile dans les périodes de formatage dans lesquelles on vit, dans les périodes où le primat de l'économique et de l'économie monétariste l'emporte sur tout. Et je sais combien c'est difficile d'affirmer ceci à un moment où l'Europe tâtonne, où l'Europe a tendance, les nations, à se replier sur elles-mêmes, à réaffirmer ce fantasme de l'identité nationale, alors que je pense qu'il y a une telle richesse dans la rencontre avec l'autre. Et c'est particulièrement vrai en Alsace. J'allais dire, je déplore la déploration, mais c'est ça. Je regrette un peu, par moments, ce climat de déploration, de victimisation. Certes, je sais combien le destin historique d'une région des marges disputée a été difficile, comment aussi à l'intérieur de cela le destin des Juifs expulsés a été difficile, mais en même temps, je suis conscient, et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu bouger de Strasbourg et de l'Alsace, de toute la richesse d'une culture alsacienne, d'une culture littéraire. Pour moi, c'est extraordinaire, quelque part, bénéficier de ce qu'ont apporté les écrivains en Alsace, par exemple. Et pour moi, ça part précisément avec... pas ça part, mais j'ai comme jalon personnel des gens comme Schickele, comme Ernst Stadler, qui sont précisément des gens qui ont cette double culture, et puis des gens comme Dadelsen, Nathan Katz, enfin tous ces gens qui, quelque part, sont des rôdeurs de frontières. Je me reconnais quelque part dans ces rôdeurs de frontières. Alors c'est une richesse extraordinaire. Ça se voit dans l'architecture, ça se voit dans la sculpture, ça se voit dans la musique. Pourquoi ne pas valoriser tout cela et le traduire en termes de modernité ? Le fait de la Révolution française qui, quelque part, est une levée d'écrou, qui réintroduit les Juifs comme acteurs à part entière dans l'histoire qui se fait, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de réticences, notamment en Alsace et en Lorraine, avec des obstacles. Mais peu à peu, il y a une longue marche qui va trouver alors son éclosion au moment
de la République et des valeurs de la République. Pour les Juifs d'ici, très moment, il y a presque, quand on lit les écrits de Juifs d'Alsace qui ont un rôle au niveau national, c'est, j'allais dire en forçant le terme, le Messie est là. C'est-à-dire que les valeurs constitutives du judaïsme, les valeurs de solidarité, les valeurs de justice, dont sont des revendications au niveau de la nation. Et quelque part, ces Juifs, à ce moment-là, qui sont dans les villages, qui de plus en plus sont admis, c'est l'expression, tu la connais, unsere Juden, nos Juifs. Des fois, on dit du mal du Juif d'à côté, mais unsere Juden, ça va bien, nos Juifs à nous, au contraire, on les défend. Il y a là un moment heureux. Ce que je dois dire aussi, c'est que ce moment heureux se termine par la catastrophe. Et pas une catastrophe venue seulement de l'extérieur, dans la mesure où, à partir des années 30, l'antisémitisme en Alsace et Lorraine va prendre ce que j'ai pas découvert, mais travaillé ces derniers temps, et mes publications se rapportent à ça, c'est de voir combien, en Alsace, dans les villages et en ville, l'antisémitisme a de plus en plus, dans l'entre-deux-guerres, pignon sur rue. Toutes les grandes ligues antisémites nationales vont faire leur marché en Alsace, trouvent des relais jusqu'à le Bauerbund, par exemple dans le Sundgau, des chemises vertes, ça rappelle quelque chose qui casse du juif, qui intimide, donc un climat de violence. Et je dois dire que la rupture, le lâchage, l'impression forte d'abandon au début de 39-40, en relisant l'histoire pour moi, n'est pas quelque chose d'étonnant. Il y a eu en 1937, en 1938, des mini-pogroms, même à Strasbourg, des vitrines dans la grande rue de magasins cassés, justement des groupes qui défilent dans les rues en criant « mort aux Juifs ». Donc il y a eu quelque chose d'alarmant dans les années 30, surtout après le Front populaire et le gouvernement Blum. En travaillant justement sur cette période de l'entre-deux-guerres, ce que je viens de publier se rapporte à ça, c'est qu'il y a eu de la part d'éléments de la communauté juive alsacienne une attitude de rejet, voire de mépris de la part de certaines gens, parce qu'on se voulait, nous, d'un judaïsme évolué, d'un judaïsme civilisé, face à des gens dont les modes d'expression et de la prière et du chant et apportaient une plus grande visibilité, alors qu'on avait tout fait pour nous fondre dans le paysage. Il y a eu cette attitude-là. Il y a eu toujours du même ordre de rejet, le fait qu'on se trouve dans une période où il y a énormément de chômage, où il y a énormément de laissés pour compte dans la société qui ne trouvent pas d'insertion, et ces gens qui débarquent et qu'on aide, que ce soit des Juifs d'Europe centrale, orientale, ou les Juifs allemands après 1933, apparaissaient comme des gens qui prenaient le travail, qui risquaient. Donc il y a eu une attitude de retrait, mais en même temps, il y a eu énormément de mouvements d'accueil. Je t'en donne un exemple. On a créé, ça on le sait très peu, on a créé en Alsace et en Lorraine 13 fermes-écoles, 13 Archarot, 13 fermes-écoles, pour accueillir des jeunes d'Europe de l'Est et d'Allemagne, pour les préparer au travail artisanal, au travail agricole dans la Palestine de l'époque, leur donner une culture hébraïque, historique, langue. Et ça s'est fait ici. Il y a eu des mouvements pour faire venir les enfants, pour abriter les enfants, qui ont été tout à fait extraordinaires. Et même la grande communauté du quai Kléber, où il y avait la synagogue imposante, avait compris qu'il fallait accentuer l'éducation juive. Et on a construit une annexe importante
pour développer cette éducation juive. Eh bien, à partir de 37, on a décidé que ce nouveau bâtiment ne serait pas du tout consacré à l'éducation, mais à l'accueil des réfugiés venus d'Europe de l'Est, centrale et d'Allemagne. Et il y a un travail extraordinaire des mouvements de jeunesse, notamment les éclaireurs que je citais tout à l'heure, qui vont encadrer nombre de ces jeunes, vont être le fer de lance dans la communauté pour la stimuler dans l'accueil, et j'allais dire même sur le plan national, parce qu'un certain nombre de prises de position des mouvements de jeunes qui ont un local maintenant qui s'appelait le Merkaz, le centre des jeunes de Strasbourg, c'était rue Oberlin à l'époque, vont mettre en cause le grand rabbinat de France qui a une attitude beaucoup trop prudente en disant on ne peut pas faire passer les intérêts juifs avant les intérêts de la nation. C'était un des arguments qui revenait le plus dans la campagne antisémite. Les juifs veulent la guerre, ils poussent à la guerre, ils poussent à la haine de l'Allemagne parce qu'ils se préoccupent du sort des juifs allemands. Le judaïsme rural a pu s'établir où il voulait après. Il est resté massivement rural jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est après qu'il y a eu ce mouvement vers la ville. Et je dois dire que après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, où il y a quand même 1/10 de la communauté qui a péri, c'est pas rien, 1/10, eh bien, les Juifs ne sont pas retournés, ceux qui ont survécu ne sont pas retournés, ceux qui venaient de villages et de bourgs ne sont pratiquement pas retournés. Il reste 1, 2, 3 familles. Je crois en partie parce qu'il y avait eu la sensation d'un abandon, d'un lâchage. Et c'est effectivement toutes les familles, je peux citer la mienne, ont senti ce lâchage. L'enfant, le petit garçon du voisin qui jouait avec moi, à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, ses parents ne voulaient plus qu'il joue avec moi. Je ne comprenais pas. J'avais 3 ans et demi, je ne comprenais pas du tout. Il n'est plus joué, il n'allait plus. On caillassait le chien, le loulou, en disant « Schnorr, Jute Hund wie rumläuft ». Il y a encore un chien de juif qui se balade. Il y a eu là une sensation terrible d'abandon et la confiance a mis du temps à se reconstruire, à se rebâtir. Je dirais franchement que je ne pense pas que la plaie soit cautérisée, que je pense que cette expérience du lâchage, de la haine, de l'abandon ou de l'indifférence, quelque part on en porte les stigmates. Et la preuve, c'est qu'il y a eu quelque chose de tout à fait important. Avant de reconstruire une synagogue à Strasbourg, il y a eu 10 années durant de discussions, savoir si on allait reconstruire une synagogue. Reconstruire une synagogue quelque part, c'est refaire confiance, croire que l'aventure peut reprendre et continuer. Et je suis frappé par la façon dont les édiles de l'époque d'après-guerre ont eu cette conscience aiguë d'une fragilité peut-être constitutive et qu'on ne pouvait peut-être plus faire confiance aveuglement à l'entourage. Quelqu'un qui exprime ça très fort dans son œuvre, c'est Claude Vigée, qui est un de nos grands écrivains, je pense nos grands poètes, nos chroniqueurs, et quelque part, pour Claude, il y a à la fois une volonté de s'inscrire dans l'histoire d'Alsace, mais en même temps, le sens d'une fragilité que quelque part, peut-être, et c'est ce qui est grave, c'est que notre confiance apparaît parfois, a posteriori, comme de la naïveté. Il y a eu une énorme alia. Ah oui. Alors, d'une part, c'est la communauté en France où le plus de cadres sont partis s'établir en Israël et travailler en Israël, à la fois des gens qui s'étaient battus pendant la guerre, puisqu'il y a eu même un bataillon de juifs dans le Tarn, dans le Maquis, qui a arrêté, par exemple, un convoi de chars en sabotant une voie
et qui a fait aligner les soldats allemands, et les juifs alsaciens passaient en disant juste, en les regardant, « Ich bin Jude », je suis juif. Et les autres, les Allemands avaient peur d'être liquidés, ils ne les ont pas touchés. Ils ont fait prisonniers, mais ils ne les ont pas touchés. Donc, ces gens qui sont revenus en Alsace, ceux qui ont survécu, quelque part, beaucoup sont partis tout de suite, 47-48, en Israël, dans la foulée un peu du mouvement sioniste qui avait été très important dans l'entre-deux-guerres. J'ai cité les mouvements de jeunes et l'accueil des réfugiés, mais le rôle des sionistes a été très important, trouver une terre où revivre. Et puis, le mouvement s'est amplifié. Il s'est amplifié parce que de grandes figures comme celle d'André Neher, qui sont des figures de référence dans le judaïsme français, la construction du judaïsme français d'après-guerre, de la reformulation d'une philosophie, j'allais dire, d'une théologie juive d'après-guerre, tous ces gens, Lucien Lazare, ont fait leur alia, et puis ils ont été suivis par des jeunes qui sortaient de l'école, qui ont été vivre là-bas. Parfois, les parents les ont rejoints, parce que les enfants, puis plus tard les petits-enfants, sont en Israël. Et je dois dire qu'à l'heure actuelle, il y a un nombre quand même significatif de Juifs qui quittent l'Alsace, qui quittent Strasbourg, pour aller, à l'heure actuelle, dans la situation présente, s'établir en Israël. L'accueil des Juifs pieds noirs 62 s'est passé dans de bien meilleures, sinon dans de bonnes conditions, de mon point de vue, parce qu'il y avait eu justement le fait de prendre conscience de ce qui avait été mal fait, pas fait pour l'accueil des Juifs d'Europe de l'Est et centrale et d'Allemagne. Il y avait eu malheureusement l'expérience de la guerre qui montrait que même en exhibant quelque part des ancêtres français sur je ne sais pas combien de lignées, ça ne vous protégeait nullement. Et il y a eu notamment à Strasbourg des personnalités qui ont pris à cœur ce problème et se sont engagées tout de suite, à savoir justement le professeur Neher et sa femme. Il y a eu le président de la communauté, Maître Nivelle, qui est un survivant d'Auschwitz, c'est pas par hasard, et puis le rabbin Hazan, qui venait d'Afrique du Nord. Et ils ont sensibilisé, je donne un exemple, ils ont demandé à ce que les parents dont les enfants n'étaient pas en sécurité envoient leurs enfants à Strasbourg. Nous avons accueilli vers 1h de l'après-midi un train complet d'enfants en gare de Strasbourg. À 6h du soir, tous ces enfants étaient placés dans des familles, accueillis dans des familles, et souvent, ils ont, je vois chez nous, resté 2-3 ans, accueillis par ces familles. Donc, il y a eu là une mobilisation qui n'avait pas du tout été de cette ampleur pour l'accueil d'avant. Là, je pense que quelque part, nous n'avons pas démérité. D'une part, j'ai dit que la plaie n'est pas entièrement cautérisée, certes, mais ce n'est pas là où ça joue. Ce qui joue, c'est le sentiment d'insécurité. Le sentiment que tout peut arriver à tout moment, qu'on peut se faire insulter quand on a une kippa, qu'on peut se faire bousculer quand on a une sépa. Et je vais te dire, il y a quand même quelque chose d'anormal dans la normalité qui s'est constituée, c'est-à-dire que si je vais prier un Shabbat matin à la choule, à la synagogue, je le fais sous protection de 3 quarts de police, 3... C'est pas normal. Ça devient ça comme... Ils font partie du décor, comme s'il me fallait une protection pour avoir le droit de prier. Il y a là quelque chose qui engendre un mal-être. C'est pas propre à l'Alsace, du tout. Mais je dis que, quelque part, c'est ressenti. C'est là où la communauté... Une des régions de France où la communauté juive est la plus dense, en Alsace. C'est là où se sont, comme à Strasbourg, constituées
des sous-communautés nombreuses, à la fois plus rigoristes, plus fondamentalistes, ou encore où se maintiennent des offices avec la tonalité, les rites, les prières d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est ou du monde sfarade. Il y a donc là une diversité et une vie juive éclatée qui, quelque part, ressent cette insécurité. Alors, c'est peut-être pas propre ici. Il y a aussi une alia du reste de la France qui a cru énormément. Et alors, il y a un phénomène assez particulier qu'un certain nombre de juifs sfarades de la banlieue parisienne, se sentant très en insécurité dans l'environnement de la banlieue, sont venus habiter Strasbourg. Ça aussi. Quelque part, c'est ce sentiment qu'on a à la fois une envie d'être installé, comme tout être humain, d'appartenir, et puis le sentiment que cette insertion est fragile. Et ce sentiment peut naître dans des familles qui, elles, se croyaient constitutives du paysage alsacien. Il y a la figure du juif de l'étude qui n'est pas un mythe. C'est-à-dire, ce qui me frappe, c'est la revalorisation de l'étude depuis la fin de la guerre. C'est-à-dire que cette communauté et ses représentants, ses leaders, qui sont tous presque une nouvelle génération, parce que 9/10 des rabbins d'avant-guerre sont morts pendant la guerre, en déportation, 9/10 dans la résistance ou les arrestations. Eh bien, ils ont compris que le juif ne pouvait plus être un juif de condition, mais devait être un juif de conviction. Et pour être un juif de conviction, il fallait avoir quelque chose à défendre, et ceci se trouve dans l'étude des textes, dans la retraduction, ce que devrait faire la culture alsacienne, pour moi, dans son ensemble, de retraduire les textes de référence en termes de modernité, en termes de sorte qu'ils fassent sens pour aujourd'hui. Alors c'est constitué quelque chose de particulier. Il y a à l'heure actuelle, dans nombre de synagogues, petite synagogue et la grande synagogue, ce qu'on appelle le daf yomi, l'étude, la page du jour, où des juifs viennent tous les matins étudier pendant 1 heure, prendre leur café et puis partir au boulot. Donc il y a là un mouvement qui m'impressionne, de retour au texte, de retour à l'étude, mais je dis bien, il faut que ça se fasse, et c'est vrai pour toute la culture alsacienne, non pas en étant fasciné par le passé, mais en sachant que ce passé doit vivre et doit faire sens aujourd'hui. Il y avait l'expression que j'entendais chez moi aussi, deux expressions qui restent l'une un constat, l'autre une référence. Le constat, c'était « Wie es christelt sich, jutelt sich, wie es jutelt sich, christelt sich ». De la même façon qu'on est chrétien, on est juif, et de la même façon dont on est juif, on est chrétien. C'était vrai aussi pour les juifs de l'Est, mais dans leur rapport avec un judaïsme où il y avait un christianisme avec plus de pathos et un peu. Donc il y a une interaction, une interpénétration dans tous les domaines, dans la culture, dans l'art, dans la et puis il y a surtout j'allais dire, l'enseignement recteur qui est resté pour moi, que mes parents m'ont apporté, et qui est resté prévalent. Et je le retrouve avec beaucoup de plaisir au musée juif de Bouxwiller, qui est un très beau travail de Gilbert Weil, c'est « Lebe und lebe lohn ». Alors traduit, ça fait « vivre et laisser vivre », ça a l'air banal, mais c'est énorme. Oui. Vivre et laisser vivre, ça veut dire que j'entends vivre à ma façon, mais ça suppose que je respecte la façon de vivre de l'autre. Lebe und lebe lohn reste pour moi vraiment une dimension rectrice.